Il y a des histoires qu'on traîne, des histoires qui, souvent, dictent nos choix d'adultes sans même qu'on s'en rende compte. Julie, par exemple, elle a grandi avec la comparaison. Sa sœur, qui était la meilleure, toujours la plus douée. Et Julie, elle faisait de son mieux, mais on lui renvoyait toujours l'image que c'était jamais assez. Aujourd'hui, au boulot, c'est pareil. Elle bosse dur, elle réussit, mais elle a en permanence l'impression qu'elle n'est jamais à la hauteur, qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. Thomas, lui, ne peut pas oublier ce moment, ce jour à l'école, où il s'est fait humilier devant tout le monde. Une erreur et toute la classe qui rigole. Depuis, il préfère ne pas prendre de risques. Que ce soit au boulot ou dans sa vie perso, il reste en terre inconnue. Parce que la honte, c'est une émotion qu'il ne veut plus jamais revivre. Et puis il y a Laura. Enfant, elle a appris à surveiller les humeurs de sa mère pour éviter les disputes. Elle a tellement bien appris qu'aujourd'hui elle capte les émotions des autres avant même de penser aux siennes. Elle dit oui tout le temps, elle fait passer les besoins des autres avant les siens, et poser une limite, ça la fait se sentir coupable. Ces histoires, on les porte en nous, souvent sans même s'en rendre compte, et elles influencent nos choix, nos décisions, nos comportements. Je suis Erika, coach en gestion des émotions et plus globalement en intelligence émotionnelle. Et si tu n'as jamais pris le temps de te pencher sur tes émotions, si le stress, l'anxiété, les expériences passées ou le manque de confiance en toi impactent tes enfants ou ton entreprise, on peut ensemble identifier ces blocages, surmonter les obstacles émotionnels, en se concentrant sur la gestion des émotions, l'estime de soi et la guérison des traumatismes. Aujourd'hui, on va parler de ces schémas qui se rejouent, même quand on pense en être sorti. Je vais te poser quelques questions, des questions qui, je l'espère, vont te permettre de voir les décisions que tu prends d'un autre œil. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines décisions te paraissent si dures à prendre, même quand tout paraît logique? Tout est là, hein, les arguments, les raisons, tu sais que c'est ce qu'il faut faire, mais malgré ça, tu te sens freiné. D'où vient cette résistance? Pourquoi est-ce que ça bloque alors que tu as envie, tout te pousse vers le fait d'avancer? Et toutes les fois où tu dis oui, alors qu'au fond tu veux dire non. Tu prends un engagement, t'acceptes un rendez-vous, un projet, juste pour pas faire de vagues ou pour ne pas décevoir. Et après coup, tu te demandes pourquoi c'est si difficile de dire ce que tu penses vraiment, de poser des limites, sans cette culpabilité qui te ronge aussitôt. Et peut-être que parfois, tu as des réactions qui te dépassent un peu. Comme si l'enfant qui est en toi prenait le dessus. Et ces réponses automatiques, on va dire instinctives, qui ont plus vraiment leur place dans ta vie d'aujourd'hui, elles sont là et elles reviennent malgré toi. Beaucoup de nos décisions ne viennent pas de l'adulte que nous sommes, mais de l'enfant qu'on a été. Des peurs, des réflexes, des blessures du passé qui continuent de t'influencer, de guider un peu tes choix et tes avancées. Alors cet épisode est peut-être le moment pour toi de te demander qu'est-ce qui, dans ma vie d'aujourd'hui, est encore influencé par ces vieux schémas d'enfance? Quelles décisions, quels comportements viennent de toutes ces histoires que je traîne avec moi depuis longtemps, trop longtemps? Quand on est enfant, on n'a pas vraiment le choix de comment on va réagir aux émotions qu'on ressent. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, selon la maturité de notre cerveau. Et souvent, sans faire gaffe, évidemment, on développe des façons de se protéger. Peut-être que tu as appris à te faire tout petit, toute petite, à rester discret pour éviter les remarques. Peut-être que si l'amour et l'attention de tes parents ou des autres dépendaient de ton comportement, tu as peut-être pris l'habitude de dire oui à tout. Enfin voilà, ces comportements, à l'époque, ils avaient leur raison d'être. Ils étaient là pour te protéger, pour t'aider à traverser un monde qui te paraissait peut-être hostile ou incertain. Et ces réflexes, ces boucliers, ils avaient pour mission de te protéger du rejet, d'éviter ces peurs d'être laissé de côté, de ne pas te laisser envahir par la honte. Enfin voilà, en grandissant, ces réflexes qui t'ont servi je sais pas, 8-10 ans continuent d'agir, même maintenant alors qu'ils ne sont plus forcément utiles. Et oui, tu les remets pas en question parce qu'ils font partie de toi. Ils se déclenchent sans que tu t'en rendes compte. Quand tu dis oui alors que tu veux dire non, quand t'as la boule au ventre parce que t'as envie de dire quelque chose que tu peux pas dire, quand tu vérifies 10 fois chaque élément avant de rendre un projet, c'est pas juste des coïncidences, c'est ton cerveau qui, quelque part, pense qu'il doit encore te protéger comme avant. Mais évidemment, au lieu de t'aider, ces anciens mécanismes
en fait, au final, te ralentissent. Ils te limitent, te font douter de toi et surtout t'empêchent de vivre comme toi tu le voudrais. Parce que ce qui fonctionnait pour l'enfant que t'étais, ça n'a plus la même utilité aujourd'hui. Mais les réflexes, eux, ils restent là, même si tu sais qu'au fond, ils ne te servent plus vraiment. Julie, elle a toujours été comparée à sa sœur, celle qui réussissait tout. Elle devait toujours en faire plus pour essayer d'atteindre le niveau de sa sœur. Alors, même si aujourd'hui c'est une pro qui est vraiment très douée, qui est efficace, elle a toujours besoin quand même de prouver sa valeur. C'est comme si ce besoin de prouver était collé à ses baskets. Elle prend des projets en plus, elle bosse sans faire de pause, sans s'arrêter, mais quand elle réussit, en fait, elle prend même pas le temps de se féliciter. Et pourquoi? Parce que elle regarde ce que font les autres et elle se dit j'aurais pu faire mieux. Thomas, quand il était gamin, s'est fait engueuler devant toute la classe pour une petite erreur. Et ça, évidemment, ça laisse des traces. On a tous plus ou moins des souvenirs d'enfance ou d'école qui nous ont marqués. Donc lui, aujourd'hui, ce que ça fait, c'est qu'il évite tout ce qui pourrait lui faire prendre le risque de se planter. Donc quand il a une opportunité, il la laisse filer. Alors oui, on le voit comme quelqu'un de méthodique, d'hyper prudent, mais en réalité, c'est que chaque décision qu'il prend, inconsciemment, elle est dictée par la peur de l'humiliation. Alors lui, il est convaincu que c'est du bon sens, que c'est vaut mieux être prudent, etc. Mais en vrai, c'est la peur qui est là, qui rôde en arrière-plan. Et Laura, comme je te disais, elle a appris à gérer les humeurs de sa mère qui étaient changeantes. Et elle devait toujours lire, entre guillemets, les émotions de sa mère pour s'adapter et éviter au maximum les disputes. Et aujourd'hui, c'est pareil. Elle fait tout pour que les autres soient heureux, quitte à s'oublier. Mais pour elle, dire non, c'est prendre le risque de décevoir, c'est prendre le risque de provoquer des tempêtes. Et ça, pour elle, c'est inconcevable. Alors de l'extérieur, elle paraît hyper adaptable, toujours à l'écoute, mais en réalité, elle s'efface, elle s'oublie. Et ce qui est fou, c'est que dans ces 3 cas, dans ces 3 exemples, sur le moment, toutes les décisions que ces personnes prennent semblent totalement logiques. Elles se disent que c'est ce qu'il faut faire. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est souvent la peur qui tire les ficelles. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être accepté. Alors, on fait tout pour pas faire de vagues, pour se sentir aimé, pour éviter de déplaire ou pour éviter de prendre des risques. Mais dans ce cas, est-ce qu'on vit vraiment pour nous au final? Est-ce qu'on prend nos décisions en pleine conscience ou est-ce qu'on laisse les réflexes, les blessures décider pour nous? Mais alors, comment on fait pour reconnaître les schémas qui nous mènent par le bout du nez? Alors, il y a un moyen assez simple, c'est de prendre un papier et de noter dessus tout ce qui te traverse l'esprit. Alors, tu peux appeler ça du journaling si tu veux, mais en gros, c'est un moment où tu t'arrêtes et tu réfléchis à ce qui vient de se passer. Si les 3 personnes dont on vient de parler prenaient 5 minutes pour noter ce qu'elles ressentent dans les moments clés, elles pourraient réaliser que ça vient de bien plus loin, que c'est pas juste aujourd'hui que ça les tracasse. Ensuite, il y a une étape qui est très importante, c'est de bosser sur les croyances limitantes. Je t'en ai déjà parlé, c'est les petites phrases que tu considères comme des vérités, que tu remets pas en question parce que justement, pour toi, c'est tellement évident, mais qui en fait ne sont pas forcément évidentes. Par exemple, si Laura se dit: «Si je m'adapte pas, tout va mal tourner», les questions à se poser, c'est: est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai des exemples du contraire? Est-ce que j'ai des exemples qui confirment ça? Mais est-ce que j'ai des exemples du contraire? Est-ce que si je fais autrement, tout va s'effondrer? Et très souvent, tu te rends compte que ces pensées sont des restes du passé, mais pas des réalités d'aujourd'hui, en fait. Et puis, comme les petits pas, en fait, tu peux t'entraîner à tolérer un petit peu d'inconfort. Ça fait peur, hein, mais justement, c'est pour ça que je te dis un petit peu. Un petit non à des petites choses, prendre la parole, même si tu as le cœur qui bat à 100 à l'heure. Dire ce que tu penses, même si c'est un sujet qui est sans grandes conséquences. Tout ce qui fait que tu te sens inconfortable, fais un petit pas dans cette direction, dans cet inconfort, un tout petit, pas forcément quelque chose dans lequel il y a des grands enjeux, mais un petit pas. L'idée là, c'est de tester, de te rendre compte que tu survis là où ton corps, lui, ton esprit, ton corps, ton mental voudrait retourner à la sécurité. Alors au début,
ça va te faire douter. Mais plus tu vas te confronter à ces situations, plus tu vas réaliser que finalement, l'inconfort, c'est pas la fin du monde. Et mieux encore, tu recommenceras à sentir que tu as le contrôle sur tes choix et dans ta vie. Chaque petite victoire, chaque fois que tu fais face à quelque chose qui te met mal à l'aise, c'est un pas de plus vers la confiance en toi. Julie, elle va peut-être réussir à poser ses limites et dire non, ça ne va pas sans s'excuser 20 fois. Laura, elle va peut-être comprendre que se comparer aux autres la freine plus qu'autre chose et qu'en réalité, elle a déjà, elle, tout ce qu'il faut pour réussir, en tout cas pour réussir de son point de vue, pour réussir sa vie telle que elle l'envisage. Tout ça pour dire que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Sortir petit à petit pour aller de plus en plus loin. Ça prend du temps, des essais, tu vas hésiter, tu vas douter, mais dis-toi que c'est justement là que ça va commencer à bouger. Alors tu te demandes peut-être, ok, mais je commence par quoi? Commence par observer tes réactions. Surtout, évidemment, celles qui te laissent un goût amer ou une frustration que tu comprends pas. Observe tes réactions et dis-toi, là, il y a quelque chose peut-être à creuser ou à observer ou à modifier. Et quand tu arrives enfin à mettre le doigt sur ces moments, c'est là que tu peux te pencher sur ce qui se cache derrière, sur ces fameuses croyances limitantes. Et ensuite, tu peux te demander si, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai pas des exemples du contraire? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas cette croyance? Alors bien sûr, il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer. Des moments où ta petite voix là dans la tête te dira attention, tu gâches tout, attention, c'est dangereux, attention, c'est risqué, etc. C'est normal. Ce qui compte, c'est de pas la laisser prendre le dessus. Tu verras que c'est pas parce que tu dis non à quelque chose qui te convient pas que le monde va exploser. C'est pas parce que tu choisis d'être heureux de tes victoires, de tes réussites, que on va faire une émission télé sur toi disant oh là là, regardez, elle est fière d'elle. C'est pas parce que tu te mets en avant que le sol va s'ouvrir sous tes pieds. Alors je te propose un exercice tout simple, c'est de repenser à une décision récente, un moment où tu t'es senti bloqué ou freiné, et de te poser la question qu'est-ce que je ferais si je n'avais aucune peur? Juste le fait de réfléchir à ça, ça peut t'aider à avancer. Cet épisode était, je pense, assez court. J'espère qu'il a pu te faire réfléchir ou te faire prendre conscience de certains schémas que tu peux avoir, certains réflexes. Et tu peux le partager à d'autres personnes ou me donner tes retours directement. C'est cool aussi. Et peut-être que je te retrouverai sur le premier marché de Noël en ligne qui commence jeudi 29 novembre. Ou vendredi, je sais plus. Bref, le 29 novembre. Tu y trouveras des créateurs, des accompagnateurs, des formateurs. Et dans tous les cas, ce sont des personnes qui ont à cœur de proposer quelque chose de vrai. Parce qu'on en a marre des cadeaux qui finissent par encombrer ou par polluer, de ces trucs qui finissent au fond d'un tiroir. Et là, tu trouveras des idées de cadeaux qui ont du sens, qui respectent la planète et qui apportent vraiment quelque chose à la personne à qui tu l'offres. C'est une super occasion de soutenir des artisans et des pros qui mettent du cœur dans ce qu'ils font, tout en offrant des cadeaux qui ont une vraie valeur, qui font vraiment plaisir. Alors, pourquoi ne pas venir y faire un tour et découvrir des cadeaux qui ont une histoire, une âme et qui laissent un impact positif? Si tu as envie de nous rejoindre, de venir visiter le marché, c'est pendant 6 jours, entre 12h30 et 13h30. Et je te mets le lien dans la description si tu veux y jeter un œil. Je te souhaite une très belle semaine et je t'embrasse.